Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Avec au sommaire aujourd'hui un focus sur l'un des plus grands casse-têtes du XXe siècle, le Rubik's Cube, petit objet coloré qui en a rendu fou plus d'un. Son inventeur, le Hongrois Erno Rubik, a répondu à nos questions. C'est une exclusivité du Culture Mag. Dans ce journal également, de la gourmandise politique. En Israël, à Jaffa, un bobo anglais a décidé de revisiter l'une des pâtisseries orientales les plus courues du Moyen-Orient, le Kneife. En lui donnant des saveurs branchées, il heurte le public oriental traditionnel. Et puis, nous parlerons architecture. À quelques jours de l'inauguration de la fondation Louis Vuitton en France, portrait de Franck Gehry, expo rétro, inauguration Franck Gehry à 85 ans. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors au chapitre du comment devenir fou en 30 secondes, vous avez certainement tenu entre les mains le Rubik's Cube. Ce satané cube multicolore est probablement l'une des inventions les plus perverses du monde avec les notices de montage des meubles Ikea. C'est un truc qui rend fou. Le créateur du Rubik's Cube, le Hongrois Erno Rubik, était en Israël. Sandy Fortis l'a suivi pour nous et maintenant elle monte le cube comme ça. Il est probablement l'un des inventeurs les plus mythiques de cette fin du XXe siècle, Erno Rubik, le monsieur au cube qui nous a tous rendus fous. Invité en Israël pour plusieurs événements, notamment au Holon Design Museum ainsi qu'au Festival de l'innovation de Tel Aviv, le Hongrois Erno Rubik a été reçu comme une star. Il a dit non au boycott, il a même trouvé des similitudes avec l'histoire de son pays. Je suis assez âgé pour avoir vu beaucoup de choses. Je suis même plus âgé que l'État d'Israël. Et j'ai vu beaucoup d'intolérance. Je pense qu'en Israël, on est comme en Hongrie, on est des survivants. On a survécu à de nombreuses choses dans l'histoire, de fortes puissances autour de nous, essayant de nous combattre. Et on a appris à survivre. Mais ce n'est pas facile. Qui aurait cru qu'un petit cube coloré à 6 faces aurait tant de succès? En 40 ans, plus de 350 millions d'exemplaires ont été vendus. Un objet qu'Erno Rubik avait pourtant créé à l'origine pour enseigner la notion d'espace à ses élèves d'architecture en 1973. Rien de tel n'existait à l'époque, alors j'ai fait mes recherches et j'ai réalisé que le cube, c'était la solution. Depuis sa première version, pour ses élèves, le cube magique, comme il l'appelait, a bien évolué. Aujourd'hui, il existe sous plusieurs formes et fait l'objet de nombreux concours, dont un championnat mondial depuis 1982. Des épreuves chronométrées, évidemment, mais aussi avec des difficultés imposées, comme résoudre le puzzle en 3D à une main, ou les yeux bandés, ou plus insolite encore, au fond d'une piscine. Un succès qu'Erno Rubik était loin d'imaginer. Quand on crée quelque chose, ce n'est pas bien de le faire juste dans le but d'avoir du succès ou de gagner beaucoup d'argent. Mais si on cherche ce dont les gens ont besoin et qu'on essaie de créer quelque chose d'intéressant, d'agréable, de joli, d'utile, le succès en sera forcément le résultat. Mais il faut être patient. Comme il le dit, son histoire avec le cube est une longue histoire. Il lui a fallu plus de 6 ans pour que quelqu'un accepte de le commercialiser. Aujourd'hui, Erno Rubik est une vraie légende dans son pays, la Hongrie, mais aussi dans le monde entier. Tout le monde connaît le Rubik's Cube et tout le monde connaît son nom et tout le monde est fier de lui. C'est une superstar internationale. 40 ans après sa création, le Rubik's Cube est toujours branché. De Holon en Israël à Jersey City à New York, il ne lasse pas. Une grande exposition lui est consacrée au Liberty Science Center. On y découvre le cube sous toutes ses coutures. On peut apprendre à le résoudre ou même voir un robot le faire en quelques secondes. Ce jeu coloré, symbole des années 80, ne risque pas de tomber aux oubliettes comme les vestes à épaulettes. Direction la Tunisie maintenant avec le célèbre festival Musicat. La 9e édition de ce grand rendez-vous musical à Tunis est placée cette année sous le signe de la joie. La joie au Moyen-Orient, c'est ce qu'ont expliqué les organisateurs. Alors au Palace, Nejma El Zahra, des artistes de toutes origines se sont donné rendez-vous joyeusement avec parmi eux la chanteuse palestinienne Sana Moussa. Si vous êtes gourmand ou au régime, alors attention, nous allons parler Kneife dans quelques instants. C'est l'une des pâtisseries orientales les plus lourdes du monde, les plus savoureuses aussi. Mais en attendant, un focus sur Franck Gehry, il a 80 ans passés et cet architecte est sur tous les fronts.
auront révolutionné l'esthétique de l'architecture. Il a lui-même été étiqueté comme l'architecte le plus important de notre âge par le magazine Vanity Fair. Frank Gehry est l'un des, sinon le plus grand architecte du monde. À 85 ans, l'américano-canadien est connu pour ses œuvres aux apparences tordues et originales. Il aime relever des défis, inventer des choses et demander à la technique de suivre ses idées folles. Il en a d'ailleurs été récompensé par le prix Pritzker en 1989. Pour la première fois en Europe, le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective. Jamais une exposition n'avait réuni un si grand nombre de projets, 225 dessins, 67 maquettes et de nombreuses vidéos. Autant de documents pour relire et restituer cette écriture architecturale singulière. Frank Gehry qui est au cœur de l'actualité avec la prochaine ouverture de la Fondation Louis Vuitton le 27 octobre prochain, un majestueux musée en plein bois de Boulogne, ainsi qu'avec l'inauguration le 30 septembre dernier du musée de la biodiversité Le Pont de la Vie de Panama, son premier bâtiment en Amérique latine. La rétrospective de Frank Gehry, un événement à ne pas manquer. La Fondation Louis Vuitton fin octobre sera certainement l'un des événements People Mode les plus courus du mois. Un qui ne va plus courir du tout, c'est John Galliano. Le créateur anglais vient enfin de trouver un vrai travail. John Galliano a été embauché chez la maison Margiela. C'est une marque de mode très confidentielle qui est devenue un peu plus grand public après son rachat par le groupe Diesel de Enzo Rosso. Est-ce la fin du purgatoire? John Galliano a été nommé à la direction artistique de la maison Margiela. Direction l'huile maintenant et le sucre et puis le miel, bref, direction les kilos. À Jaffa en Israël, un Anglais a décidé de revisiter l'une des pâtisseries orientales les plus riches du monde. Elle s'appelle le Knaïfé. Problème, il s'attaque à un symbole politique. Reportage Shahar Peled avec David Gombin. C'est une odeur de pâtisserie au fromage blanc trempé dans du sirop qui vous remplit les narines à peine rentré dans cette pâtisserie de Knafé située au cœur de la ville de Jaffa. Cette spécialité du Moyen-Orient se trouve habituellement dans les pâtisseries arabes, mais ici le propriétaire Daniel Phillips est britannique. Ce Londonien a décidé de faire sa propre version de la spécialité orientale. Mais qu'est-ce que fait donc ce British à faire du knafé en plein milieu de Jaffa? Ça a commencé par un coup de foudre pour le knafé. Je suis venu en Israël il y a 7 ans. J'en ai goûté pour la première fois à Daliet Al-Carmel. J'ai tout de suite adoré, même si au début c'était bizarre, le goût du fromage sucré. Dans ma tête, ça n'allait pas ensemble, mais lorsque j'ai goûté, je me suis dit « Waouh, ça m'a épaté ». Et à ce jour, c'est une relation qui marche. Après 9 mois d'ouverture, son bébé a bien grandi et il a développé une version bien différente de la recette originale. Traditionnellement, on prépare le knafé sur un grand plateau. Parfois, on l'expose à la chaleur et ça change de texture. Alors nous, on a changé la façon d'agencer le knafé. On en a fait des portions personnelles pour que ça reste frais et que l'on prépare à la commande. Knafé salé, knafé à l'épinard, à la pistache et même aux œufs et à la tomate. Du jamais vu pour ce plat ultra tradit. Ces expérimentations sont faites pour que les gens essayent autre chose. Le deuxième best-seller, c'est notre halva. Les gens adorent. Mais à Jaffa, ce goût de l'innovation ne plaît pas à tout le monde. Cette ville est considérée comme un lieu sensible de cohabitation entre Israéliens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Une activiste locale a suscité des centaines de likes à un post qu'elle a publié sur Facebook. Elle y condamne un acte d'embourgeoisement de plus dans ce quartier. Khatam Mohamed, un pâtissier de knafé local, est lui aussi assez méfiant. C'est un produit qui ne change jamais. On fait le même produit depuis 60 ans. Dans ce métier, il n'y a pas de changement. Si quelqu'un n'est pas expert dans son métier, il devrait rester en dehors de tout ça. Du knafé au persil, comment est-ce possible? Mais Daniel, un éternel optimiste, est persuadé qu'il est toujours possible d'innover. Je n'ai jamais voulu que ça devienne politique, dire quelque chose sur mon activité et le transformer en quelque chose de politique, et ça n'a rien à voir. Moi j'adore ce que je fais et les gens qui rentrent dans ma boutique ne me jugent pas. Ils viennent juste déguster de la bonne nourriture. Le camembert s'est bien transformé en glace et les tacos cuisinés à la sauce indienne. Alors pourquoi les knafés n'auraient-ils pas droit, eux, à un twist british? En tout cas, les gastronomes semblent apprécier.
De la politique encore, mais au théâtre cette fois. Nous avons sur le plateau Anna Eddy. Bonjour, merci d'être avec nous. Anna Eddy, vous êtes américain, palestinien, dramaturge. Vous avez beaucoup écrit sur la vie palestinienne en Israël. Vous avez écrit également sur la Nakba, la catastrophe, autrement dit, je cite, la création de l'État d'Israël. Et rien n'est simple, bien sûr, puisque vous êtes marié à une femme juive. Et alors, votre pièce, Jour paisible, vient d'être jouée pour la première fois en hébreu dans un théâtre arabe à Haïfa. Merci d'être là. De quoi parle votre pièce, Anna Eddy? Cette pièce, avant tout, est une histoire d'amour entre un Palestinien et une femme juive. Mais en fait, elle représente tous les êtres humains, pas seulement les Palestiniens, pas seulement les Israéliens. Tous les êtres humains, c'est une histoire d'amour qui n'est pas terminée, qui n'est pas complète, parce qu'il y a, les services de sécurité israéliens, le Mossad, toutes sortes de forces en dehors de ce couple qui tombe amoureux, et toutes ces forces, font en sorte que cette histoire d'amour n'est pas terminée, n'est pas complète, n'est pas achevée. Alors, Anna Eddy, est-ce que cette pièce fait écho à votre propre histoire, votre histoire personnelle, ou est-ce qu'elle fait écho aussi à ce qui s'est passé après la guerre entre Israël et le Hamas, avec toutes les manifestations racistes qu'il y a eu à l'égard des mariages mixtes? Je n'ai pas prévu qu'il y ait une guerre, je n'ai pas prévu qu'il y ait cet événement dont j'ai entendu pendant les répétitions, ce mariage entre ce Palestinien et cette femme juive. L'histoire est personnelle, c'est mon histoire. Et j'ai vécu ici jusqu'aux années 80, et puis j'ai quitté Israël. Et c'était, oui, mon histoire, une histoire d'amour qui est restée avec moi toute la vie. Et je voulais écrire, bien évidemment, sur cette histoire. Je voulais écrire sur la manière dont l'homme palestinien, lorsqu'il est accepté dans la société israélienne, est accepté comme un homme en part entière. Qu'est-ce qu'il devait faire à ce moment-là? Il commence à renoncer à son identité pour être admis. Et il en parle vers la fin lorsque la femme l'aide à vivre d'une manière entière avec lui-même en tant que Palestinien. Et c'est un héros, et elle aussi est une héroïne. Et à la fin, il y a de l'espoir, parce que même si c'est un héros tragique. Alors, Anna Eddy, j'ai une question. Je disais que vous avez beaucoup écrit sur la Nakba, la catastrophe. Est-ce que pour vous, dramaturge, c'est une catastrophe ou une joie que votre pièce soit jouée en Israël, en hébreu, à Haïfa, dans un théâtre israélien arabe? Oui, j'ai écrit sur la Nakba, j'ai écrit une pièce qui est jouée en Israël pendant 16 ans, qui a été jouée. Oui, je voulais que cette pièce soit traduite de l'anglais à l'hébreu pour qu'elle puisse parler au public israélien. C'est important pour moi en tant que Palestinien qu'ils sachent ce que je pense, ce que je ressens vis-à-vis d'eux. Et aussi par rapport à moi-même, ce que je ressens par rapport à moi-même, ce que je me dis lorsque les portes se ferment, et je voulais également qu'ils sachent que je reconnais et je connais bien ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, et je les traduis sur la scène pour que eux-mêmes voient leurs propres sentiments. C'est une pièce qui est très sensible et qui est passionnante et qui est douloureuse aussi. Et qui est vue bien sûr par des Israéliens arabes, des Israéliens juifs, musulmans, chrétiens, enfin un peu tout le monde vient à Haïfa, dans cette ville de la mixité. Merci beaucoup Anna Eddy d'être venue sur le plateau du Culture Mag, Jour paisible. Voilà, on va se quitter en musique avec l'un des albums les plus attendus de ces 10 dernières années. C'est celui de Alain Souchon et Laurent Voulzy. Je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des chanteurs français. 9 ans d'attente, mais ça valait le coup d'attendre. Ça s'appelle Derrière les mots. Voilà, je vous propose d'écouter de la musique française. Merci. Merci. Musique.
derrière